La grande table critique. Lucille Como. Aujourd'hui, sous les feux de la critique, Ellie, Angel, Lucien et Oedipe, autant d'enfants sacrifiés à la marche de leur monde. Ça va pas être très gai aujourd'hui, la critique. Après le journal, à 12h55, 2 spectacles seront à notre programme. Illusion perdue d'après Balzac par Pauline Bale et puis Oedipe d'Enesco à l'Opéra. Mais pour l'heure, nous parlons de littérature. Je suis en compagnie de Marie Sorbier, rédactrice en chef de IO Gazette et productrice sur notre antenne d'Affaires à suivre tous les jours à 19h20, et de Christophe Rioux, universitaire, journaliste et écrivain. Bienvenue, Christophe. À notre programme, dans quelques instants, GAV, le 2e roman du français Marin Fouquet, mais tout de suite, un roman de l'américaine Jenny Ophil, paru à la fin de l'été chez Dalva dans une traduction de Laetitia Deveau. Jenny Ophil est née en 1968, elle a 3 romans à son actif. Atmosphère est le récit à la première personne du quotidien d'une bibliothécaire à Brooklyn. Un récit éclaté par touches, images et notes. On écoute les 2 premières pages lues par Oriane Delacroix. Dans la matinée, la femme qui a presque atteint l'illumination arrive. Il y a des étapes, et elle pense en être à l'avant-dernière. Celle-ci ne peut se décrire que par un terme japonais qui signifie « seau de peinture noire ». Je passe un petit moment à chercher des ouvrages pour le vacataire maudit. Il rédige sa thèse depuis 11 ans. Je lui offre des rames de papier, des trombones et des stylos. Il travaille sur un philosophe dont je n'ai jamais entendu parler. Il me dit qu'il est mineur mais essentiel. Mineur, mais essentiel. Hier soir, son épouse a mis un mot sur le frigo. « Ce que tu fais actuellement rapporte-t-il de l'argent ?» L'homme en costume minable refuse qu'on diminue ses amendes. Il est heureux de contribuer à notre institution. La blonde aux ongles rongés jusqu'au sang fait un saut après le déjeuner et repart avec un sac à main plein de papier hygiénique. Je dois supporter une théorie sur la vaccination et une autre sur le capitalisme tardif. « Vous rêvez parfois d'avoir à nouveau 30 ans ?» me demande l'ingénieur au cœur solitaire. « Non, jamais », je réponds. Je lui raconte cette vieille blague sur les voyages dans le temps. Ici, on ne sert pas les voyageurs dans le temps. Un voyageur dans le temps entre dans un bar. En rentrant chez moi, je passe devant la dame qui vend des petits moulins à vent. Parfois, quand les étudiants sont vraiment défoncés, ils lui en achètent. « Pas de clients aujourd'hui », elle dit. J'en prends un pour Ellie, un bleu et blanc qui devient tout bleu et tout flou en tournant dans le vent. Ne pas oublier les pièces de 25 cents, je me rappelle. À l'épicerie, Mohan m'en donne un rouleau. Je m'extasie devant son nouveau chat. Il me dit qu'il est arrivé comme ça, mais qu'il va le garder parce que sa femme ne l'aime plus. « C'est dommage que tu ne sois pas une vraie psy », me dit mon mari. « On serait riches. » Atmosphère fonctionne ainsi, ça a l'air de pas grand-chose, comme des brèves de comptoir, avec parfois des citations, des retranscriptions, des morceaux de questionnaire psy. Mais se déroule en fait le récit d'angoisse et d'espérance, celle que la narratrice partage avec son mari et son petit garçon, avec son frère, alcoolique et addict, qu'elle soutient à bout de bras, une amie survivaliste qui fait des podcasts écolos, mais aussi tous les habitués de la bibliothèque où elle travaille. Christophe Rioux, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce roman de Jenny Ophil ? Je l'ai trouvé très étonnant et j'ai trouvé notamment le fait qu'on alterne le micro et le macro, l'intime avec cette galerie de personnages à la fois de la famille et puis tous ceux qui gravitent autour de cette bibliothèque de Brooklyn. J'ai trouvé ça assez fascinant de voir comment ça s'articulait avec le monde, avec le fracas du monde, avec un sous-texte et un décor, un arrière-plan qui est quand même assez dur puisqu'on est quand même dans la grande tradition de la climate fiction, la cli-fi. On est presque même, on pourrait, alors peut-être pas aller jusqu'à la doomlit, ça c'est une tendance aux États-Unis aujourd'hui forte, la alors, littérature. Doom, c'est l'apocalypse. L'apocalypse, quoi, la doomlit. Littérature. Et là, ce qui est très intéressant, on pourrait presque filer une métaphore musicale, c'est qu'on a en sourdine effectivement un petit bruit, quelque chose d'assez inquiétant, infinitésimal, et malgré tout, la vie continue. Et cette bibliothèque de Brooklyn, alors on l'a entendu à l'instant, on a le vacataire maudit, on a l'ingénieur au cœur solitaire, on a la fille qui s'approvisionne en papier toilette à la bibliothèque, c'est incroyable. Et donc tous ces personnages gravitent
effectivement autour de cette bibliothèque et de temps en temps on voit le monde et le fracas du monde revenir par des bribes puisque on l'a évoqué, mais le texte est construit effectivement avec des fragments, il est très fragmentaire, des jeux, des blagues, d'ailleurs des blagues assez étonnantes, celles que nous avons pu entendre. Celle du voyage dans le temps est très bien. Alors tout le monde ne la comprend pas non, la faut la lire plusieurs fois. Il faut la lire plusieurs fois, mais elle vaut le détour. Et puis d'autres blagues effectivement comme alors je vous en donne une autre qui m'a amusé. Cette femme qui téléphone à son médecin, qui lui prescrit un remède en lui disant marcher tous les jours 2 kilomètres. Et elle l'appelle effectivement au bout de 15 jours en lui disant qu'elle est à 30 kilomètres de chez elle. Voilà, c'est un peu l'esprit, c'était à la fois léger et finalement grave. Marie Sorbier. C'est une belle surprise. Moi, je la connais pas, Jenny Ophil. Je n'avais jamais rien lu de cette autrice, donc je ne savais pas à quoi m'attendre en ouvrant ce livre. Et en fait, je me suis laissée couler. Alors, couler, c'est le bon terme, parce qu'au départ, on a l'impression que ça va être léger et drôle, un peu comme un Woody Allen. On est dans ce New York de juifs new-yorkais, intellectuels, bon, et c'est très drôle, en effet. Et puis, petit à petit, on sombre quand même, parce que ce qui est dit, en effet, ce que vous disiez, Christophe, en sous-texte, est quand même assez dur, voire un peu désespéré. Il n'y a pas beaucoup de lueur au bout du tunnel, mais elle garde cette narratrice quelque chose, alors c'est des trucs d'écrivain, mais qui me touche beaucoup. C'est des paragraphes pensés, on l'a dit, c'est très court, c'est un peu comme des haïkus finalement, et chaque paragraphe en fait n'est pas commenté, c'est-à-dire qu'elle largue une bombe, qu'elle soit drôle ou un peu avec un terrible, sens de la chute, c'est vraiment un sens de la chute assez génial, et avec ce truc, vous savez ce mot grec, on dit époqué, c'est-à-dire cette espèce de suspension comme ça, elle nous laisse avec ce qu'elle vient de nous envoyer un peu à la tête, et moi j'ai beaucoup aimé me laisser porter par ces mouvements, par ces chutes, par ces saccades, entre le rire et quand même les problèmes existentiels. Il y a des galeries de personnages absolument étonnants. Je pense au frère notamment. Alors le frère, vous l'avez dit, il est un peu addict, il est un peu dépressif aussi. Il est bien dépressif. Et il y a des scènes de dialogue entre la sœur et le frère assez vraiment géniales. C'est savoureux. C'est là où on retrouve vraiment Woody Allen, ces scènes de dépressif drôles, mais qui quand même parlent de la cruauté du monde contemporain, parce que c'est de ça dont il s'agit. Vous avez évoqué son fils aussi, qui est quand même très présent. Elle parle beaucoup de ce petit garçon qui est peut-être trop intelligent pour son âge, ou en tout cas trop lucide. Et c'est un peu tort-trip, parce que ce gamin, il se prend aussi, lui, en retour, un peu tous les maux du monde que sa mère arrive peu ou pas à évacuer, elle, dans sa vie. Oui, il y a quelque chose qui creuse en sous-main, on n'arrive pas toujours à identifier. Il y a en effet ce personnage du frère qui est un des biais tragiques, vraiment, du roman, qui donc angoisse, alourdit la fiction. Et il y a aussi une sorte de déplacement, j'ai l'impression, qui s'opère au fil de la lecture. Par exemple, toutes les blagues survivalistes de cette fameuse amie Sylvia qui fait des podcasts. Au début, on trouve ça un peu drôle, les espèces de tips, les petites méthodes pour réussir à, par exemple, si on a besoin de 2 heures de lumière, on peut allumer une mèche dans une petite boîte de thon à l'huile et manger le thon en plus parce que ça gâche pas le thon. Au début, ça nous fait un peu rire. Et puis finalement, moi, je me suis prise, par exemple, à les noter un peu dans ma tête. Comme si, en fait, cette espèce d'imminence de fin du monde, elle devenait vraiment prégnante et passait du livre à son lecteur, Christophe Rioux. Peut-être vous vous êtes dit que ça pourrait servir. Voilà, exactement. C'est ça. M'empêcher avec un chewing-gum. Voilà, exactement. Non, mais ça paraît drôle, mais en fait, au bout d'un moment, c'est alourdi, il y a une forme tragique qui se met vraiment complètement. en place. Et d'ailleurs, le podcast donne le ton. On ne l'a pas précisé, il s'appelle Enfer et Grandes eaux. C'est pas mal aussi, comme pour plomber l'ambiance. Et c'est vrai qu'on a un guide de survie, on a cette mouvance survivaliste, on a aussi toutes les phobies de l'Amérique, en fait, qui apparaissent. Alors, c'est pareil, de manière très subtile, une sorte de foire aux illuminés permanente. On passe de la Silicon Valley au transhumanisme, aux objets connectés, à la collapsologie, au glamping. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'est le glamping, mais ce mot improbable, nos valises entre glamour et camping, il fallait le faire quand même. Donc on est dans un miroir drôle, vraiment drôle, puisqu'on rit, et grinçant. Et donc on est constamment, et vous l'avez très bien dit, dans une sorte de dualité. Il y a des moments où on ne sait plus si on doit rire ou pleurer, notamment effectivement avec la figure du frère qui est un personnage extrêmement tragique, avec cette phrase-là, je veux venir mourir chez toi, enfin, qui est quand même une invitation un peu étrange. Et donc le fond est tragique, on ne sait pas si on est dans une comédie à contrepoint tragique ou dans une tragédie à contrepoint comique.
Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté malin de ce point de vue de la forme du roman et comment ça peut vieillir aussi? Parce que quand même, cette espèce d'ancrage dans un contemporain qui est très documenté, qui est lié vous citiez certains mots qui sont vraiment des mots de notre époque. Je me demande comment ça peut vieillir, moi, ce genre de livre, Marie Sorbier. Alors, je ne sais pas comment ça peut vieillir, mais il y a un autre fil peut-être qui, lui, est plus permanent que ces considérations très postmodernes. C'est celui de la spiritualité. On l'a dit, c'est drôle, mais il y a quand même tout un appel comme ça à la transcendance. Alors, ça passe des Pères du désert, par exemple, qu'elle cite plusieurs fois. C'est étonnant, ces mentions aux Pères du désert, entre deux anecdotes collapsologues. Alors, d'un coup, on a cette espèce de syncrétisme joyeux, tragique, mais qui est, je trouve, renforcée par les réponses. Alors, je ne sais pas si on l'a dit, mais à un moment donné, elle accepte un petit boulot, cette narratrice. Elle répond au courrier de son ami qui réalise les podcasts, courrier nombreux des lecteurs et des fans de ce podcast. Et là, on a, qui entrecoupe les paragraphes donc, de la narratrice, les réponses au courrier. Alors, les réponses, en effet, vous l'avez dit, hein, ça varie un peu les questions, mais on peut passer de « Pourquoi les humains applaudissent ?» à « Quel est le meilleur moyen de préparer mes enfants au chaos à venir ?» Et là, les réponses qui, au début, sont assez spirituelles, voire drôles, voire poétiques, finissent par une phrase ou deux absolument terribles et une condamnation comme ça absolue. Et finalement, j'ai l'impression que c'est pas ces élans de spiritualité qu'on peut s'en sortir, et c'est peut-être là-dessus que ce roman pourra être lu dans 10 ou 20 ans. Alors j'espère avec des yeux tendres, ou je ne sais pas s'ils seront tendres ou s'ils seront terriblement dans la boîte lucides, de thon, mais avec voilà. la lumière de la boîte de thon. Un dernier mot, Christophe Riou. Oui, moi je pense qu'il y a une clé, c'est la bibliothèque. Et la bibliothèque, c'est quoi? C'est le livre. Et c'est que finalement, il restera cette bibliothèque qui est la matrice du roman, en fait. Lizzie, elle est pas vraiment bibliothécaire, en fait. Vous avez déjà vu des bibliothécaires comme ça, en fait? Elle est assistante sociale, elle est psy. Son mari lui dit, effectivement, la phrase qu'on a citée tout à l'heure, il l'évoque. Si tu étais vraiment psy, on aurait gagné beaucoup plus d'argent, avec une approche très matérialiste. Donc je pense que la clé, c'est la bibliothèque, qui est le maelstrom, qui est l'axe, et c'est le livre peut-être qui nous sauvera, et dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, quand la Terre aura complètement été ravagée, peut-être cette bibliothèque sera le dernier vestige. Atmosphère de Jenny Ophil, la traduction Laetitia Deveau, apparue chez Dalva. France Culture, la grande table critique. Lucille Como. La grande table critique se poursuit avec GAV de Marin Fouquet, paru chez Actes Sud. Marin Fouquet est né en 1991. Il anime des ateliers d'écriture, fait de la boxe, écrit de la poésie et aussi du rap, nous dit la 4e de couverture. Son premier roman, 77, avait fait parler de lui. C'était le monologue fleuve d'un jeune homme dans un abribus de la France semi-rurale. GAV, initial Garde à vue, est un gros roman ambitieux, choral, qui croise les histoires de gens qui passent une nuit en détention dans un commissariat. Un jeune homme au sourire étrange, une jeune femme épuisée qui travaille dans un entrepôt, des manifestants ou encore, entre autres, un cadre sup en décompensation. Pas d'exergue, mais une citation en conclusion extraite d'un morceau de la rappeuse Diams, si c'était le dernier. À l'approche de la trentaine, j'appréhende la cinquantaine, mais seul Dieu sait si je passerai la vingtaine. Mon avenir et mes rêves sont donc entre parenthèses. À l'heure actuelle, j'ai mis mes cicatrices en quarantaine. J'écris ce titre comme une fin de carrière. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, puis j'ai fait marche arrière. S'il était mon dernier morceau, j'aimerais qu'on se souvienne que derrière mes balafres se cache, c'est une reine. Voici mon mea culpa, mon mail ne coule pas, non. Et si le rimel coule, sache que mon cœur ne doute pas. Je suis entière et passionnée, rêve d'amour passionnel. Et toi mon cœur, SOS, SOS, que tu m'aimes. J'ai vu le monde sous toutes ses coutures, avide de points de suture. À l'usure, elles m'ont eu, ouais mes putains de blessures. Je vis en marge de ce monde depuis que j'ai goûté l'enfer, qu'il fait sombre tout en bas quand t'es perdu sans lanterne. J'ai posé un genou à terre en fin d'année 2007. On m'a dit mêle,
Soit ton interne, soit on t'enterre. Qui l'aurait cru, moi la guerrière, j'ai pris une balle. En pleine tête, une balle dans le moral. Il paraît que j'ai pété un câble. Paraît que j'ai fait pas faire Dieu depuis que j'ai sombré. Paraîtrait même que je vais mieux depuis qu'on m'a laissé tomber. Car c'est comme ça, dans la vie, quand tout va bien, t'as plein d'amis. Puis quand t'éteins, t'entends une voix qui dit t'es seule Mélanie. Relève-toi pour ta mère, au moins fais-le pour elle. Relève-toi pour tes frères. On peut comparer ce morceau qui dure 10 minutes de montée en puissance, mais aussi le style au roman de Marin Fouquet, GAV. Marie, est-ce que vous êtes sensible à cette prose ? Alors pas vraiment. Enfin, je reconnais que c'est un roman qui travaille la phrase. C'est-à-dire j'entends le rythme que nous impose l'auteur, il est saccadé, haché, ça cogne, jusqu'à l'épuisement même. Il est assez fatigant à lire au sens premier du terme. Il atteint quoi, ce roman. Mais avant peut-être d'aller plus loin sur cette histoire de style, malgré toutes ces qualités littéraires indéniables, moi je me suis assez ennuyée dans ce que ça raconte. Alors, jamais aucune des histoires, il y a plein d'histoires, vous l'avez dit, c'est un roman choral, il y a plein de personnages qui se retrouvent en garde à vue une même nuit. Et on a des extraits de vie, des flashbacks, pourquoi ils se sont retrouvés là, d'où ils viennent. Et tout ça est mêlé dans un grand maelstrom de voix qu'on finit par reconnaître au fur et à mesure. C'est pas tout à fait clair au départ qui parle, de quelle histoire il s'agit. Tout ça est très mélangé, mais ce qui les lie, même s'ils ont chacun une langue différente qui correspond à qui ils sont, c'est le style. Le style est quand même très fort, très puissant, très présent. Je voulais juste lire un tout petit extrait pour qu'on se comprenne bien. C'est page 174. « Si la prison brise, la garde à vue creuse. Angel réfléchit à ça, seul dans une pièce vide, l'humain pense, et ça le ponce. Cette sensation d'un quelque chose qui vous érode l'intérieur, matière friable, passe les heures et petit à petit, lentement, indiciblement, indiscutablement, la masse se sépare en plusieurs plaques. » C'est vraiment assez caractéristique de cette écriture, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mots, c'est très gras. Les mots veulent dire quelque chose. Je dis pas que c'est bavard, je dis que ce style est tellement présent que moi, il m'a totalement étouffée et que j'en ai perdu finalement le fond, le fil de ce qui se dit et l'intérêt des histoires. Et donc, j'ai décroché avec le fond. Christophe Rioux. Oui, moi je suis partagé. J'avais beaucoup aimé 7-7 et je trouvais intéressant ce télescopage entre la boue, le bitume, la glaise, la terre et l'urbain. Je trouvais que c'était une belle découverte, voilà, avec un flow justement. Il y a cette écriture slamée, puisqu'en plus par ailleurs il a cette activité de slammer rappeur. Donc on a des punchlines, on a tout ça. Mais c'est vrai que l'ensemble et cette polyphonie, c'est ambitieux, c'est très complexe parce qu'il y a énormément d'entrelacements, on perd parfois des personnages, des fils. Ce que j'ai apprécié en revanche, que j'ai trouvé dans le premier livre, c'est la corporité, c'est-à-dire l'incarnation corporelle. Et ça me fait penser à une chose, c'est aux voix des pages. Les voix des pages médiévales, au Moyen-Âge, on lisait à voix haute le texte et on prescrivait même la lecture comme un remède physique pour que le corps soit stimulé. Et bien là, il est stimulé, le corps. Voilà. Mais il est stimulé parce que ces textes-là sont des textes de slameurs, de rappeurs, c'est coups de poing. Mais c'est vrai que ça n'est pas tout à fait la même chose de réussir à développer une logique de polyphonie, ou même, je reviens aussi à une idée de tragédie, parce que là, pour le coup, garde à vue, ou gardave, comme on dit, ou frigo, qui est un autre terme qu'on utilise, avec une unité de temps, unité de lieu. Donc l'unité de lieu, c'est évidemment le commissariat, et l'unité de temps, ce sont ces 24 heures, et parfois plus. Et donc ce dispositif, cette mise en place, nous dit bien qu'on est dans quelque chose de tragique, avec énormément de fils qui partent, et de personnages. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà, c'est pas le même exercice. Et sur la longueur, 400 pages de mémoire, c'est plus compliqué. Oui, c'est dense. Et c'est vrai que le roman polyphonique est assez piégeux de ce point de vue, parce que ça peut être une sorte de forme simple qui écrase un peu les personnages dans une sorte de dénonciation unique. Là, c'est pas le cas, mais le roman est vraiment complètement boursouflé. C'est-à-dire que vous parliez de fils. En effet, il y en a mais 1 million. Et en même temps, c'est
c'est admirable. Enfin, moi, je suis impressionnée par la capacité à imaginer des situations, à imaginer des lieux, à imaginer des personnages, parce que chaque personnage draine avec lui tout son entourage. Et de ce point de vue, je trouve parfois plus intéressant les personnages secondaires auxquels on a accès parfois juste avec 1 ou 2 pages, que les personnages principaux qui sont trop boursouflés de toutes les intentions et de toute la colère probablement de l'auteur Marie Sorbier. Oui, ça déborde un peu, ça déborde beaucoup, et en effet sur la longueur du roman, ça nous assoit un peu, nous aussi, dans cette cellule de garde à vue. On est un peu, on plie un peu sous le poids du fardeau. Alors on comprend la colère de l'auteur, on l'entend même. On parlait de musicalité, il y a beaucoup de références aux chansons dans ce roman, mais ça passe. On vient de parler de Diams, mais il y a aussi du Aznavour. Enfin, on passe. Stone et Chardin. Stone et Chardin, exactement, qui sont cités comme ça et là, qui font partie du texte. Donc c'est assez, c'est très travaillé, voilà. Mais entre les intentions de l'auteur qui sont très claires, les intentions politiques, et les ficelles narratives qui sont très à vue, ça donne quelque chose où finalement on n'arrive pas, enfin moi en tout cas, je ne suis pas parvenue à me perdre dans le roman ou à me laisser partir, mais je voyais la construction, je voyais l'écriture en fait, je le voyais en train d'écrire, et je voyais les ficelles politiques derrière qui sous-tendent. Qui sont quoi alors ? Jusqu'à même cocher toutes les cases. C'est-à-dire qu'on entend donc la petite racaille de banlieue qui vient de se faire arrêter, mais c'est pas lui, et qui dénoncera pas ses copains. La femme qui travaille dans un entrepôt, harcelée par son patron au quotidien, et puis qui finit par péter un câble finalement, et puis par faire ce qu'elle aurait pas dû faire. Un pauvre manifestant pacifiste pour le climat qui s'est retrouvé là, on sait pas trop pourquoi. Donc il y a tous ces destins un peu croisés, les gars éméchés qui essayaient d'enlever les poteaux sur la voie publique. Bon. Et puis tous ces gens-là se retrouvent un peu par hasard le même soir-là. Mais il y a aussi, c'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose de politiquement correct, je ne sais pas si je dois employer ce terme, mais quand même, qui en tout cas doit couvrir une pluralité de points de vue, puisqu'on a aussi la parole du commissaire, enfin du flic qui est là, qui lui passe la nuit avec eux, qui est un peu déprimé aussi, qui veut plus aller sur le terrain, et qui par ailleurs est poète, ou tente d'écrire, et donc on a aussi ces paragraphes de poésie qui entrecoupent le texte de ce policier-là. Donc tout ça mis ensemble, ça m'a paru un peu lourd en fait. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a des diables assez facilement identifiables, et puis à l'inverse des saints bien trouvés dans l'époque, et en effet du point de vue de sa posture politique à lui. Ceci dit, je vous reprends sur les personnages que vous avez cités, par exemple ce Angel, vous dites petite racaille des quartiers, en effet il est ça, mais il est aussi complètement autre chose. Il a aussi un physique tellement singulier qui le singularise en fait, littéralement dans la masse du groupe. Et cette jeune fille là qui est harcelée aussi dans son entrepôt, elle aussi, elle écrit, elle a une vie amoureuse très complexe, très singulière. Tout ça les isole quand même du cliché et du cliché politique, Christophe Rioux. Oui, elle écrit, et alors c'est drôle parce que justement j'avais relevé les titres qu'elle avait imaginés. Alors ils sont, il y a des choses assez classiques pour son futur livre en fait. Hein. Et donc les ouvriers en intérim sont énervés le mercredi. Voilà. Pas manger, un homme tombant. Voilà, donc un certain nombre de titres. Et c'est vrai que ce personnage, il est attachant parce que et en même temps il a aussi une violence très forte. Il y a un côté dépente qu'on avait déjà un peu d'ailleurs dans le premier 77 7-7 et il est clair que là c'est un personnage qui évolue, qui fait du picking dans les entrepôts immenses taille XXL et qui sent évidemment la rage monter. C'est vrai qu'on a quelques personnages très forts. Angel, que vous évoquiez, qui a connu des situations assez compliquées très tôt, on le dit, dès l'âge de 9 ans. Donc on voit bien qu'on a quand même un système complexe et c'est vrai que c'est assez difficile de réussir à tout mettre dans un roman parce qu'il y a aussi la dimension de l'écriture. On a parfois l'impression qu'on assiste à un atelier d'écriture en Seine-Saint-Denis, puisque l'auteur, précisément, fait des ateliers d'écriture, et on voit bien les passages avec le monologue intérieur, le flux de conscience, on a à peu près tout. Voilà. Donc on a presque le sentiment que Marin Fouquet a
tout voulu mettre dans ce roman. On dit souvent que le deuxième roman est parfois l'un des plus difficiles. Est-ce qu'il n'y a pas eu cette tentation après une première entrée en matière qui était assez fulgurante? Et puis il y a la question de la taille du livre aussi. Est-ce qu'on peut tenir un flot comme ça? C'est vrai qu'on a quasiment... on en tape sur le micro. Je l'accompagne avec la main. Physiquement, on est éprouvé. J'évoquais tout à l'heure les voix des pages médiévales. Mais ça, je pense que pour le coup, c'est vraiment voulu. C'est un effet voulu. C'est l'accumulation de la colère qui crée une forme d'épuisement chez le... Ça nous épuise. Mais potentiellement, du coup, avec une forme de morale. C'est-à-dire, on peut avoir l'impression qu'on nous fait la morale de ce point de vue-là, Marie Sorbier. Oui, moi, c'est ce qui m'a un petit peu dérangée au fur et à mesure des pages. C'est que j'avais quand même l'impression d'être dans le mauvais rôle. C'est-à-dire, moi qui lis ce livre et qui suis à cette place-là... Il y a de toute façon une forme de haine de soi qui est assumée même du point de vue du narrateur et de l'auteur, puisque à chaque fois qu'il est question de l'écriture, et notamment de cette jeune fille qui veut écrire, il est question de tout l'appareil, de l'édition, de ce qui convient de faire aujourd'hui quand on est un jeune, qu'on est né en 1991, qu'on veut écrire un roman sur la banlieue ou sur les classes populaires. Il se donne lui-même le fouet pour se faire battre, en fait, Marin Fouquet. Et à nous aussi. Enfin, il y a un côté mauvaise conscience. On va chercher la mauvaise conscience du blanc occidental. Oui. Je ne sais pas quoi en faire, en fait, moi. Non, moi non plus. Pas sûr que ce soit très efficace. En tout cas, sur moi, ça a presque provoqué à force un rejet. Parce que je me sentais rejetée de ce qu'il était en train de dire. Alors rejetée, en tout cas mise à l'écart, un peu exclue, en disant comme si on devait porter une faute générale de la société. Ah mais c'est probablement ça qu'il... Et je pense que c'est quand même assez volontaire. Il y a quelque chose peut-être quand même aussi, on parlait de la physicalité du roman, et c'est assez vrai parce qu'on l'éprouve, mais c'est même presque synesthésique, c'est-à-dire que je me souviens, il y a plein de passages sur les odeurs de ces cellules. Et ben, à force, on la sent, on sent la pisse, le vomi, il en parle beaucoup. À chaque fois qu'on arrive sur un personnage, il décrit l'environnement où il est, et c'est toujours le même environnement puisqu'on est toujours dans une cellule de garde à vue. Et il y a ces réminiscences comme ça d'odeur et de lumière, enfin, ou d'absence de lumière. Et ça, c'est assez réussi parce qu'on y est en fait dans le commissariat. On est totalement plongé, on est immergé et on est un peu submergé. On va aller voir ce livre qui est quand même très singulier, son écriture, Marin Fouquet. GAV, apparu chez Actes Sud. Merci beaucoup à vous, Christophe Rioux, Marie Sorbier, vous restez avec nous, puisqu'après le journal, nous parlerons de spectacle, Illusion perdue d'après Balzac par Pauline Bale, et puis la première mise en scène de Wajdi Mouawad à l'opéra Oedipe de Georges Enescof. France Culture, l'esprit d'ouverture. Depuis cette rentrée, les candidatures à l'élection présidentielle se multiplient. Le temps du débat, Emmanuel Laurentin. Toutes n'iront pas jusqu'au dimanche du premier tour, certains même ne sortiront pas de la bulle médiatique qui les entoure. Le temps du débat s'interroge. D'où vient la légitimité d'un candidat en République et qu'est-ce qu'un candidat à la présidentielle? Le temps du débat, aujourd'hui à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture présente Les Intranquilles, un film de Joachim Lafosse avec Leïla Bekti et Damien Bonnard. Pas possible, ça d'être taré comme ça. Leïla et Damien s'aiment profondément. Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre sa vie avec elle, sachant qu'il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu'elle désire. Je suis vigilant, Leïla. Je fais gaffe en permanence, je fais gaffe tout le temps. Les Intranquilles, mercredi au cinéma, un film France Culture. À 12h55, ce sera la suite de la grande table critique avec Marie Sorbier et Anna Sigalevitch. Nous parlerons de l'actualité du spectacle vivant. On est content de retourner au théâtre, n'est-ce pas, Marie? Ah, vraiment très. Mais pour l'heure, vous êtes sur France Culture et il est 12h30.